Bonsoir à tous. Rendre les logements moins énergivores, plus respectueux de l'environnement, plus durables, le défi est immense en région bruxelloise. Et même si c'est aujourd'hui une priorité politique, les freins sont nombreux. Il y a la question du coût des matériaux, il y a la question de la faisabilité, comment rénover également ces biens sans les dénaturer, puisqu'il y a de très belles maisons ici en région bruxelloise, comment conserver les façades et les rendre moins énergivores. C'est toutes ces questions qu'on va évoquer aujourd'hui dans Autrement. Récemment, un nouveau programme régional a été mis en place, ça s'appelle le Rénolab. Lab comme laboratoire. On va voir avec vous en quoi ça consiste. Camille de Smet, bonsoir. Vous êtes coordinatrice donc de ce projet Rénolab. Alors dans Rénolab, effectivement, il y a donc ce mot laboratoire. C'est quoi finalement? C'est vous aider, vous accompagner des auteurs de projets pour que les réalisations soient le plus exemplaires possible. Exactement. Donc, en fait, partant du constat qu'un bâtiment sur 3 en région bruxelloise n'est pas isolé ou presque pas isolé, dans le cadre de Rénolution, il faut accélérer la rénovation du bâti bruxellois. Et donc, pour booster cette rénovation, le Rénolab est né parce que la région a eu vraiment la volonté de partir avec les volontaires du secteur, ceux qui voulaient expérimenter et innover pour rénover de manière durable et circulaire les bâtiments à Bruxelles. Ouais, et donc il y a plusieurs projets qui ont été soutenus financièrement et aussi avec une guidance et un accompagnement. Marco Vismara, bonsoir. Vous êtes expert, hein, donc vous êtes mandaté par Bruxelles Environnement pour suivre tous ces projets Rénolab. Il y en a une cinquantaine, c'est ça, qui sont soutenus pour l'édition 2022. Alors une question pour vous, Marco. On parle de freins finalement. Quels sont ces freins qui existent encore? Il y a sûrement les freins financiers, et ça c'est assez évident. Donc une rénovation, ça coûte de l'argent. On doit toujours avoir un budget assez important, mais c'est pour ça justement aussi qu'on essaie d'aider les maîtres d'ouvrage et les concepteurs. Et dans la mise en œuvre alors? Et dans la mise en œuvre, ça dépend évidemment, chaque projet a ses difficultés. Dans la rénovation, il y a évidemment des situations de fait qui sont parfois plus compliquées que dans la nouvelle construction. Donc dans ces moments-là, isoler un bâtiment ou remplacer des châssis, ça peut bloquer un peu les maîtres d'ouvrage à s'engager en fait dans ces travaux. Il y a des questions architecturales, donc il y a pas mal de... Oui, il y a pas mal de choses, effectivement, on va le développer pendant l'émission, mais d'abord, bonsoir à vous, Elsa Marchal. Vous êtes donc une maître d'ouvrage, hein, vous avec votre compagnon, vous rénovez une maison à Forêt, on va la voir dans quelques instants. Mais vous, qu'est-ce que ça vous permet, ce laboratoire Rénolab, hormis l'apport financier, hein? Ça nous permet de pas seulement faire une rénovation, je pense, énergétique, mais aussi d'avoir une certaine... ouverture sur les choix des matériaux qu'on pourrait faire, qui sont moins traditionnels, et donc d'expérimenter avec l'entreprise sur des matériaux plus biosourcés. Mais c'est un réel défi pour nous et pour l'entreprise de mettre ça en œuvre, parce que on n'a pas encore toutes les informations. Et donc c'est là où je trouve que le mot laboratoire est assez bien choisi pour expérimenter. Et grâce à la guidance qu'on reçoit de Marco et de ses collègues, on arrive à mettre en place des nouvelles manières d'isoler, des nouvelles manières de faire les choses. Ouais, et donc l'idée c'est que ça fasse école, j'imagine, et qu'après ce soit en open source et qu'on puisse s'en inspirer. C'est ça, Camille, hein? Exactement. Ouais. L'objectif, c'est de stimuler le reste du secteur à rénover les bâtiments. Et pour ça, c'est de montrer l'exemple, et montrer l'exemple par des cas concrets, partager l'expérience de projets concrets qui se réalisent à Bruxelles. Eh bien, on y va, on va découvrir votre projet, si vous le voulez bien. On prend la direction de Forêt, on est tout près du Wiel, c'est une maison qui date de 1911. Et hier, on a suivi on a fait avec vous une petite visite de chantier. Il y a des matériaux un peu partout. Le chantier de rénovation de cette maison a débuté en novembre et il y a encore beaucoup de boulot. Elle était en très mauvais état lorsque les propriétaires l'ont achetée. Alors ils ont commencé par faire un état des lieux de tous les maux dont elle souffrait. Leur credo, préserver tout ce qui pouvait l'être. Et pour le reste, utiliser des matériaux naturels, même s'ils sont un peu plus onéreux. C'est notre souhait à nous de réfléchir à la meilleure manière de rénover une maison. Donc on pensait déjà à améliorer ses performances thermiques
Et petit à petit, naturellement, en fait, le choix des matériaux biosourcés et la circularité se sont greffés au projet. On n'y avait pas pensé directement puisqu'il y avait toujours cette question de budget et de moyens, mais il y avait cette envie quand même qui était là et en fait on a fait fonctionner les choses au fur et à mesure en réfléchissant au projet. Donc ça, il faudra checker les hauteurs de baie, parce qu'elle me paraît quand même assez large. La maison implantée au coin d'une rue n'a pas de jardin. Tout a donc été mis en œuvre pour faire entrer la lumière. 2 terrasses ont été créées. Et pour l'isolation, ils ont opté pour du liège et de la fibre de bois. Un chantier réalisé par phase. Pour l'instant, c'est la première phase, qui est la plus grosse, mais qui ne comprend pas toutes les isolations de façade. Donc qui comprend surtout l'isolation de la toiture et des terrasses, des nouvelles toitures plates et leur étanchéité. Il y aura aussi probablement à la fin de cette première phase l'isolation de la façade arrière par l'extérieur. Et en ce qui concerne la façade à rue, puisque la façade est assez jolie et a un cachet, on veut l'isoler par l'intérieur. Et là, on est en train de voir encore quel type de matériaux, parce qu'on sait que le liège peut très bien faire l'affaire, aussi bien que la fibre de bois dense. Et ça dépendra un peu des détails de réalisation et on pourra le faire au moment où on changera les châssis en fait, de la façade avant. Et si tout se passe comme prévu, ils espèrent emménager au printemps. Ben voilà, il y a encore du boulot, hein, mais vous y êtes, hein, vous êtes pour le printemps, là vous y croyez. Hein. On y croit, on fait tout pour. Ok, alors je vais vous présenter notre dernier invité, c'est Wissam Salim, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte et vous êtes ici pour nous présenter un autre projet qui est plus vaste hein, que celui d'Elsa. Là, on va voir quelques images, c'est la transformation hein, d'un ancien garage en 3 logements. On est à Ixelles, chaussée de Waterloo. Une question avant d'arriver sur la question de la circularité, parce que je sais qu'elle est très importante dans votre projet, mais sur le volet énergétique, pour vous, c'était plus facile avec un bâtiment comme celui-là, où la qualité architecturale des éléments est peut-être moins évidente pour les façades, ou ça a été compliqué aussi? Je ne dirais pas que c'est plus facile que pour une maison traditionnelle, qui est un exercice qu'on fait régulièrement au bureau aussi. Non. La conception énergétique, elle est d'une part obligatoire. Et alors la volonté de partir plus sur des matériaux alternatifs biosourcés, ça c'était peut-être une demande ici un peu particulière, mais qui n'était pas le point d'attaque, le pourquoi la raison pour laquelle on a sollicité une candidature auprès de Renolab. La différence ici, c'est plutôt le volet circularité, vu la taille du bâtiment. Qui, par son ampleur et par rapport au projet qu'on a prévu de faire, allait mettre en place, allait générer des matériaux qui pouvaient être considérés comme des déchets ou au contraire revalorisés dans le projet. Ouais, mais si on peut revenir un instant sur le volet énergétique, comme finalement les espaces ont l'air assez grands, pour vous, est-ce que c'est l'idée, on rénove soit, on isole soit de l'intérieur ou de l'extérieur, est-ce que ça posait moins de problèmes puisque la perte d'espace est peut-être moins un problème pour vous? En l'occurrence, c'est vrai qu'il y a des grands espaces et on est quasiment certain, il y a encore une petite discussion qui intervient pour l'une ou l'autre façade, mais il y a des façades où on n'a pas le choix, on doit travailler par l'intérieur parce que l'arrière n'est pas accessible ou qu'il n'y a pas d'accord avec les voisins ou qu'il y ait des bâtiments construits, que ça rend le truc très complexe. Donc voilà, mais de fait, sur une surface peut-être de 40-50 mètres carrés pour une pièce, si on perd 15 cm d'épaisseur par l'intérieur, c'est sans doute moins problématique. Néanmoins, on doit être attentif dans des zones d'escalier, de circulation, etc. Oui, parce que pour vous, Elsa, c'est vraiment la question, quoi, quand on décide avec la maison qui n'est... Bon, finalement, si vous perdez de l'espace dans la maison, c'est important pour vous, et c'est la question que beaucoup se posent, je vous la poserai après. Marco, c'est la question quand on isole de l'intérieur, parce que la façade, c'est difficile d'y toucher, et là, c'est vraiment un choix qui est difficile à poser, ça, Elsa. Oui, c'est difficile parce qu'on est sur des petites surfaces, mais on a vu qu'il y avait différents matériaux qui sont possibles, qui ont différentes épaisseurs, et je pense qu'il y a toujours un travail et qu'on pourra continuer à faire dans les guidances de regarder en fait, ou l'accompagnement, de regarder avec quel matériau serait le plus adapté en fonction de la pièce, en fonction des épaisseurs qu'on est prêt à donner à la maison. C'est surtout des questions pour moi, pour nous qui s'est posé sur la façade avant, parce que la façade arrière n'a pas beaucoup de beauté, mais par contre on a une toute petite cour, donc là aussi on s'est posé la question de
quels matériaux utiliser. On avait regardé des matériaux plutôt comme des blocs de chanvre, mais ça nous faisait perdre plutôt 25-30 cm sur une petite cour ou un endroit où on n'a que 1 mètre. Enfin voilà, on est vraiment sur les toutes petites surfaces. Et donc c'est pour ça que pour l'instant on choisit du liège qui est assez compact quand même et qui permet d'atteindre des bonnes performances énergétiques en façade arrière. Ouais. Alors Marco Wismara, c'est souvent la question qu'on pose. Est-ce possible de rénover les maisons en région bruxelloise, en tout cas en façade avant, celles qui ont un très grand intérêt patrimonial, on voit mal les couvrir et donc c'est tout un débat qui doit avoir lieu. Est-ce qu'aujourd'hui on a les solutions techniques pour faire en sorte d'améliorer l'efficacité énergétique de ces façades à rue? Oui, on a des technologies, on a des isolants, surtout les isolants biosourcés ont des capacités de gérer la transmission de la vapeur et donc la condensation un peu mieux que les isolants traditionnels, disons. Et on peut quand même aussi limiter l'impact l'impact des travaux en fait, sur les surfaces intérieures, en limitant aussi éventuellement l'épaisseur. Donc on va viser des performances énergétiques peut-être un peu plus réduites en façade avant qu'en façade arrière, si on peut par exemple isoler plus ailleurs. C'est ça. Et ça, c'est un débat qu'on a avec pour chaque bien, en fait. On peut même à un certain moment se dire, tiens, je renonce à isoler la façade côté rue. C'est possible, ça? C'est possible, ça dépend évidemment des particularités du projet. Il y en a qui ne nécessitent pas en fait de cette isolation, peut-être pour attendre des PEB déjà intéressants. Après, c'est toujours mieux, évidemment, si on peut, de faire au maximum, de faire les possibles en fait, pour isoler la totalité de l'enveloppe. Mais si vraiment il n'y a pas moyen, on peut toujours renoncer à ça et concentrer en fait, les budgets et les efforts sur les autres surfaces, sur les systèmes de chauffage, sur les systèmes de ventilation et les châssis. Ouais, et ça permet quand même d'arriver à un PEB correct, alors Oui. Disons, on n'obtiendra pas peut-être les meilleurs scores PEB, mais on peut arriver déjà à des niveaux PEB qui sont acceptables. Oui, parce qu'il y a un objectif qui est assez ambitieux en termes de PEB, Camille. Oui, donc l'objectif à l'horizon 2050, c'est que tous les logements soient rénovés et un PEB moyen de niveau C+. Et c'est possible, ça, vous pensez, aujourd'hui? Oui, en tout cas, la région déploie beaucoup de moyens pour y arriver, pour accélérer vraiment la rénovation du bâti. Après, l'objectif, c'est un objectif moyen, et donc forcément, comme le dit Marco, dans chaque projet de rénovation doit être pris au cas par cas, et donc il y aura aussi des dérogations qui seront possibles, parce que tous les bâtiments n'ont pas les mêmes contraintes. Ouais. Alors vous, Wissam Salim, qui faites beaucoup de rénovations, c'est une spécialité de votre bureau. Cet objectif 2050, PEB C+, pour l'ensemble des bâtiments en région bruxelloise, le professionnel que vous êtes, vous en pensez quoi? C'est bien. On peut y arriver, quoi. Je pense qu'on peut y arriver. En effet, il y a cet effet de moyenne. Donc j'imagine qu'un bâtiment classé, qui a des décors à conserver, on va accepter qu'il soit moins performant énergétiquement. Néanmoins, on peut toujours travailler sur, les moulures au plafond font qu'on ne touche pas au mur, mais peut-être qu'en toiture, il y a moyen de faire quelque chose. Et après, j'ai envie de dire que le contexte bruxellois est déjà plutôt favorable, dans le sens où on a des bâtiments qui sont plus compacts, on a la mitoyenneté qui est sans doute plus performante à la base que des bâtiments isolés qui ont 4 façades de déperdition. Et donc, selon vous, on a à la fois les moyens de le faire, on a l'expertise, on a aujourd'hui aussi les entrepreneurs susceptibles de faire tous ces chantiers. C'est pas compliqué, ça, aujourd'hui. J'ai pas tous les chiffres en main. Non, j'entends bien, mais votre expérience personnelle, uniquement. De mes chantiers, oui, je pense que tous les entrepreneurs sont de plus en plus familiers, y compris sur des nouveaux matériaux, par exemple des matériaux biosourcés, etc. Il y a des mécanismes, des réflexes qui se mettent en place, quand même. Ça, je peux l'observer sur les 10 dernières années, par exemple. Ouais, et pour vous, Elsa, est-ce qu'avec votre entrepreneur, ça a été négociation? Il faut beaucoup parler, il faut lui dire, il faut le convaincre parfois ou pas? C'est pas tellement convaincre, c'est plutôt expliquer et avoir bien toutes les informations au niveau technique, au niveau de la pose, quand ils ne connaissent pas. Mais effectivement, il y a énormément de ces matériaux qui sont calqués sur des poses traditionnelles d'isolants, et donc ils les connaissent, et donc en fait c'est pas si compliqué. Par contre, on a vu effectivement pour la pose de la fibre bois dense de la toiture,
où c'est un matériau qui est plus dense que les matériaux classiques, et donc c'était un peu plus lourd. Et donc c'est vrai que c'est des choses auxquelles nous, on n'avait pas pensé et qu'on pensait que ce serait aussi simple. Mais voilà, donc on a un retour déjà d'expérience de notre entreprise qui nous fait savoir ce genre de petites informations. Et quelles sont les questions qui reviennent le plus en fait dans vos accompagnements, Marco? Sur les isolants, il n'y a pas tellement de questions parce qu'effectivement, on voit que les architectes, comme les entrepreneurs, sont déjà assez formés, ils ont déjà intégré ça dans leur travail. Les questions souvent touchent plus effectivement à l'économie circulaire, donc les réemplois des matériaux, ou éventuellement les techniques spéciales, donc le chauffage, ventilation. Donc dans ces cas-là, on a parfois un peu plus de questions parce qu'il y a des technologies aussi un peu différentes qui entrent en jeu. Mais effectivement, sur toutes les questions d'isolation, on a beaucoup moins de questions que sur d'autres sujets. Donc les matériaux nouveaux, biosourcés, etc. sont connus maintenant relativement de plus en plus, quoi. Oui, de plus en plus. Ouais. Donc, surtout qu'effectivement, comme Elsa disait, on sait les poser souvent de la même manière que les isolants traditionnels, avec des petites adaptations peut-être, mais souvent sont fort similaires à ce qu'on fait traditionnellement. Alors dans la durabilité, il y a aussi l'économie circulaire, et faire du réemploi. Aux porteurs de projets, c'est une demande explicite, il faut s'engager dans le réemploi, Camille? Oui, tout à fait. Donc la première chose qu'on demande dans le Rénolab B, dans la candidature, c'est d'avoir fait un inventaire des matériaux et des ressources présents sur place. Et donc déjà, rien que l'exercice d'aller observer exactement, précisément ce qu'il y a comme ressources matérielles sur place permet après de faire une analyse technique qui permet de voir la faisabilité du démontage, par exemple, de la réutilisation sur place, etc. Et donc c'est vraiment la porte d'entrée de tout dossier de candidature, c'est d'avoir fait un diagnostic de ce qui existe et de comment on fait pour valoriser au mieux tout ce qui existe sur le site. Alors Wissam Salim, vous reconnaissez l'image qu'il y a derrière, c'est effectivement c'est votre projet, puisque la circularité, vous l'avez intégrée finalement grâce à Rénolab, ou en partie grâce à Rénolab. C'était un défi, ça reste un défi, ça, aujourd'hui, le réemploi? Oui, mais qui est assez stimulant. Je veux dire, nous, c'est un exercice auquel on se prête depuis quelques projets dans le bureau, mais parfois avec des choses très anecdotiques. Évidemment, c'est beaucoup plus facile à comprendre si on parle de, par exemple, une belle pierre taillée ou un élément de cheminée, qu'on a vraiment des scrupules à jeter à la poubelle, quoi. Quand le matériau, il a des milliers d'années, des millions d'années parfois d'existence, il a été façonné il y a peut-être 100 ans, peut-être moins, et il pourrait encore durer des milliers d'années. Et donc ça, c'est quelque chose qui, à la base, au sein du bureau, c'est une réflexion qu'on mène depuis quand même quelques années, de se dire c'est dommage de jeter à la poubelle. Parfois, c'est des choses très belles. Je pense à un exemple d'un autre projet, on a une marche d'escalier taillée, on ne pourrait plus la payer aujourd'hui pour faire juste un accès sur une terrasse. Par contre, elle est là, on la démonte en faisant un peu attention, c'est très lourd. On la met en œuvre et ça donne tout de suite quelque chose dans le cadre d'une rénovation. Et ici, on voit un tas de briques, donc ça, c'est une partie des récupérations. Dans votre projet, il y en a eu d'autres? Alors là, oui. Ici, on est dans un bâtiment qui, comme vous l'avez dit, c'est un garage, donc il n'y a pas ce caractère patrimonial magnifique. Il y a sans doute eu des très beaux garages, mais en l'occurrence ici, à part la façade avant qui est un tout petit peu travaillée, il y a très peu de choses qui esthétiquement ont une très haute valeur patrimoniale. Par contre, il y a ce côté, il y a des matières premières et qui, à mon avis, ça c'est notre boulot, nous, architectes, d'arriver à remettre ça en valeur dans un design particulier. Par exemple, les briques récupérées, on va travailler avec des murs de briques apparentes qui n'existent pas aujourd'hui. Tout le projet ne sera pas comme ça, mais disons qu'on peut le valoriser même au sein d'un nouveau design, parfois très contemporain, de retrouver ces et quand éléments, l'entrepreneur vous dit, vous savez, ce sera quand même moins cher si on détruit et si on remet des nouvelles briques. On lui dit, on sait. Ouais. Non, alors, le cas particulier de mon projet ici, c'est que justement, il y avait et c'est vrai que ça a participé à la réflexion. Il y a une difficulté d'accès. On est en intérieur d'îlot, on ne peut pas faire rentrer des conteneurs, donc tout doit être transporté vers la rue sur 50 mètres. Voilà, ça peut changer pas mal la donne au niveau du coût des marchandises, de ne pas devoir évacuer des mètres cubes et de ne pas devoir faire rentrer l'équivalent en... Et donc c'est peut-être plus cher pour finalement démonter ces briques sans les abîmer, mais au final, on s'y retrouve, quoi. Je n'ai pas encore fait le calcul final. Pour moi, c'est pas plus cher, mais c'est pas moins cher. Et pour vous, Elsa, parce qu'il y a eu vraiment... ça, vous me l'avez dit hier quand on a fait la visite de chantier, il y a eu un inventaire de tout ce qu'on pouvait récupérer.
C'était quoi? C'était pour finalement éviter la dépense inutile ou alors conserver ce qui peut l'être? Il y a deux choses, il y a ce qu'on peut conserver en place et ce qu'on sait qu'on va pouvoir conserver dans le projet parce que voilà, on ne va pas toucher à des éléments. Il y a des choses auxquelles on n'avait pas vu de la même manière et en faisant l'inventaire, on se dit « Ah, mais ça, on pourra peut-être le réinjecter dans le projet de cette manière-là, peut-être sous forme de terrazzo, vraiment de concasser en fait vraiment les débris qu'on a ». On a des briques qu'on avait, des murs qui ont été démontés, qu'en fait, effectivement, l'entreprise a réutilisé pour rehausser des murs de fenêtres. Parce qu'effectivement, ça ne coûtait pas moins cher, ça coûtait la même chose que d'aller chercher ces blocs de maçonnerie. Enfin, voilà. Donc, on trouvait des arrangements comme ça. Et pour vous, avec votre entrepreneur, il n'y a pas eu de souci, quoi. Je veux dire, il vous a pas, vous n'avez pas dû le convaincre, si je peux préciser ma question. Non, on a juste mis l'accent sur ce que nous, on voulait faire, comment on voulait faire les choses, et il nous suit là-dedans. Et après, voilà, après, tout se règle par la discussion et par le budget au final. Ouais. Alors, Camille de Smet, par rapport à... Il n'y a pas d'objectif chiffré, en fait, dans le projet Renolab. Sur la circularité, c'est quoi? C'est au cas par cas, c'est en fonction d'eux qu'on voit si finalement les objectifs de circularité sont remplis? Oui, chaque projet est évalué au regard de son potentiel déjà, en fonction justement de l'observation de la situation existante. C'est actuellement difficile de donner des objectifs chiffrés dans des thématiques qui sont assez nouvelles et qui émergent maintenant. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment laisser les porteurs de projets expérimenter, et pour pouvoir les laisser expérimenter, on ne donne pas de cadre quantitatif, mais plutôt vraiment, on demande aux gens de faire des projets plutôt qualitatifs et on sera peut-être amené à évoluer et à fixer des seuils dans certaines thématiques d'économie circulaire aussi. Ouais. Alors je sais que Marco, vous êtes plus spécialisé, vous, dans le domaine énergie plus particulièrement, mais par rapport à ça, cette circularité, est-ce que vous pensez qu'elle est entrée dans les mœurs maintenant Ça commence sûrement. Il y a des concepteurs et des entreprises qui sont plus avancés que d'autres, ça d'office, mais ça commence à rentrer un peu dans l'esprit des projets. Donc on voit, avec les Renolab, on voit aussi des gens qui sont plus motivés parce que c'est volontaire justement. Mais quand on parle d'économie circulaire et des réemplois des matériaux, on sait quand même, les gens, on les comprend. Rarement, disons, on tombe sur quelqu'un qui est surpris en fait de ces mots et de ces concepts. Ouais. Après, voilà. Il y en a plus qui sont à des stades plus... Et oui, Sam, jusqu'où on pousse le curseur, en fait? Quand on se dit, on va essayer de récupérer au maximum, et jusque quand on se dit, oui, on récupère, et puis là, on se dit, non, finalement, ça, non. C'est difficile de répondre. C'est-à-dire que dans le cadre du projet dont on parle aujourd'hui, le fait de participer, de s'inscrire dans le programme Renolab a plutôt été incitant à essayer de récupérer davantage. On est parti au départ des briques et des carrelages, et puis on a constaté qu'on allait avoir du bois, qu'il y a les tuiles, qu'on allait pouvoir quand même en faire quelque chose, qu'on a retrouvé des pavés, il y a encore des éléments. Donc ça a plutôt un effet, je veux dire, boule de neige. Maintenant, il y a clairement, mais ça c'est une question, je pense, de bon sens, où on se rend très vite compte de l'énergie ou des moyens qui vont être nécessaires pour récupérer. Il y a quand même une analyse générale, bénéfice-coût, ou temps que ça va prendre qui intervient. On est en pleine expérimentation aussi. Oui, et justement, ici, c'est le premier programme Renolab, Camille de Smet, oui, donc il est censé se poursuivre, j'imagine, dans les années qui viennent. Jusque quand, selon vous, on va avoir besoin finalement d'un laboratoire pour tester ces nouvelles techniques? Longtemps, je pense, parce que là, on expérimente des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques. Aussi, on soutient aussi les entreprises pour changer leurs pratiques. Et ça va prendre du temps. Et puis, quand des choses vont être partagées et vont devenir plus standards, plus standards ou communes, d'autres vont émerger. Je pense que, donc, une chaîne sans fin, quoi. C'est ça que vous me dites aujourd'hui. Je pense. Oui, là, je vous voyais oublier. Je pense qu'il faut laisser justement une place pour l'expérimentation et qu'un bâtiment va peut-être avoir des particularités qu'un autre n'a pas et qui va permettre d'être créatif. Moi, j'insiste quand même sur ce côté, au niveau du design, je ne vois pas ça comme une contrainte, mais au contraire comme un enrichissement qui permet de développer, en parlant simplement d'un point de vue de l'esthétique. Ouais, vous partagez cet avis, vous, Elsa,
dans votre projet, vous pensez que l'idée, c'est aussi de donner des idées à d'autres? Oui, oui, clairement. Ben, on a eu pas mal de discussions sur une terrasse qu'on voulait réaliser, qu'on pensait isoler par l'intérieur, qu'on isole finalement par l'extérieur, en liège, mais en fait, c'est une terrasse accessible. En fait, on n'avait pas beaucoup de gens qui l'avaient déjà fait avant, et donc on est devant des cas un peu où on innove, et c'est ça vraiment l'objectif de Renolab. Et voilà, nous, on l'a fait, et maintenant, ça pourra servir d'exemple, ou en tout cas, ça pourra être continué comme ça. Donc oui, je partage. Ben, merci en tout cas d'être venus tous partager votre expérience sur le bateau et longue vie à Renolab. Et alors on croise les doigts pour vos projets respectifs. Merci aussi Marco d'être venu sur ce plateau. Autrement, c'est terminé pour ce soir. La semaine prochaine, vous retrouverez Cyprien Houdemont à la présentation de l'émission. À bientôt.